Bonsoir à tous, bienvenue sur ce premier Twitch de l'année, premier Twitch d'une série de plusieurs épisodes qu'on va lancer. L'objectif c'est de vous accompagner dans votre préparation à l'Ultra 01. Donc on va évoquer plusieurs thématiques. On voulait commencer aujourd'hui par évoquer les fondamentaux d'un bon plan d'entraînement, parce que ça va commencer bientôt pour certains. Donc sur les différents formats de 25 à 170 km. Pour en parler avec moi, j'ai fait appel à deux experts. Clément du RIF, kiné et coach de trail certifié à la clinique du coureur. Bonjour Clément. Bonjour, Merci de nous faire part de ton expertise. c'est avec plaisir. Et Arnaud Bonin, notre champion local, champion de France de trail et vice-champion d'Europe. Bonjour Arnaud, merci de nous faire l'honneur d'être là. Bonjour, merci. Donc on va parler coaching aujourd'hui, on va parler plan d'entraînement. Tout d'abord j'aimerais savoir, Arnaud, toi qui performes un très haut niveau, hein, tu as des grosses références sur des formats marathon, je le disais champion de France de trail. Pour être à ce niveau-là, je suppose qu'il faut être assez assidu à l'entraînement. Comment toi tu vois l'entraînement de façon générale, quelle est ta vision? Ouais, je crois que tu as bien dit un mot important, il faut être assidu en fait. C'est vraiment tout le temps, il faut y aller. Moi par exemple, je m'entraîne 6 jours sur 7 avec un jour de repos. Ça représente entre 6 et 8 séances par semaine. Euh, voilà, c'est de la régularité, c'est de la progressivité aussi. Avec mon entraîneur, on augmente progressivement le volume au fil de la saison. Euh, voilà, et puis après, du coup, c'est ça qui permet de garder le cap. On a un suivi via une plateforme en fait, pour qu'il me donne les séances, que je les réalise. Lui, il peut observer, regarder la charge, et puis en fait, adapter en permanence pour justement éviter les blessures. Donc voilà, il y a aussi une part importante qui est dans la motivation, c'est vraiment le plaisir. Et ça, c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment importante. Et en trail, elle n'est pas toujours facile à trouver parce qu'on s'entraîne souvent seul. Euh, voilà, donc Surtout en ce moment là, avec les belles surtout en ce températures qu'on a moment, en il faut ce moment. trouver du monde qui veuille bien sortir avec nous. Il faut trouver des personnes qui peuvent s'entraîner sur les mêmes horaires que nous, qui ont un niveau similaire. Voilà, mais la motivation, elle est aussi surtout liée à des objectifs. Quand on a un objectif et qu'on veut le réussir, ben, on n'a pas trop d'autre choix que d'y aller. Je le disais, tu étais quand même plutôt spécialiste des formats marathon. Mm. Tu t'es essayé il y a quelques mois, en octobre dernier, à un format un petit peu plus long Mm. sur les Templiers, c'est 80 km. C'est 80, ouais. Comment ça s'est passé cette première expérience sur un format un petit peu différent? Ça s'est super bien passé. J'ai respecté le plan de course en partant tranquillement, mais en restant assez au contact, pas en étant trop cool non plus. Voilà, et puis après, quand sont arrivées les difficultés, bah, j'avais encore de la force dans les jambes pour finir. Alors c'est sûr que c'était dur à la fin, parce que c'est plus de 7 heures de course. Moi, généralement, j'étais sur format marathon, donc on est plus à 4-5 heures de course. Voilà, donc c'était un petit peu dur musculairement à la fin, mais ça avait bien été préparé en amont avec mon entraîneur. Et c'est vraiment une distance que j'ai aimé, avec un profil de course que j'ai vraiment apprécié, parce que m'entraînant dans le Revermont, en fait, ça ressemble beaucoup, C'est similaire. Ouais. ouais, ça ressemble beaucoup aux Causses, en tout cas en termes de dénivelé, pas des très très grandes pentes et pas non plus ultra longues. Donc c'est quelque chose que tu as envie d'aller encore plus loin, de faire un petit peu d'ultra, d'aller vers des distances plus longues en tout cas? Ouais, alors cette saison, ce sera un objectif, c'est de faire la CCC. Donc là, on passe 100 km. C'est beaucoup plus dur que les Templiers, je pense, et parce qu'il y a beaucoup plus de dénivelé. Je sais plus combien exactement, mais il me semble qu'on est aux alentours de 5-6 000. Voilà, en habitant dans le Revermont, c'est pas forcément facile de faire ça, mais oui, ça me donne envie parce que ce que j'aime sur l'ultra, ce que j'aime voir en tout cas, c'est le partage de l'athlète avec les personnes qui l'entourent. Et ça, je l'ai vraiment bien aimé au Templier, de pouvoir m'arrêter un petit peu au ravitaillement, avoir un petit peu, même si je suis pas resté longtemps, en 10-20 secondes, à échanger avec ça peut être mon entraîneur, ça peut être des amis, mais tout le temps, quasiment tout le temps, c'est avec ma femme. Voilà, s'il y a mon fils, un de mes trois enfants, c'est toujours un plaisir d'échanger, et c'est ça que j'aime dans l'ultra en fait.
Voilà. Après, comment mon corps va réagir, ça, je ne sais pas. C'est d'ailleurs une des valeurs très importantes pour nous, pour l'Ultra 01, c'est le partage. C'est pour ça qu'on a, je le rappelle, des ravitaillements libres sur toutes les distances et sur tout le long de l'événement pour que justement l'assistance puisse être présente. Je trouve que ça fait partie des valeurs qu'on essaie de véhiculer aussi à l'Ultra 01. Du coup, qu'est-ce que tu vas adapter dans ton entraînement comparé à des formats marathon que tu préparais là pour aller performer sur du 100 km? Qu'est-ce que tu vas devoir adapter? Ouais, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est mon entraîneur qui va adapter, mais non, ce qui est déjà prévu, c'est d'aller passer des week-end shocks sur Annecy pour profiter de pentes beaucoup plus grandes, 1000 mètres de dénivelé, positif et surtout négatif, pour préparer mon corps. Et puis après, je suis professeur des écoles, ce qui fait qu'à partir de début juillet, je serai en vacances, donc peut-être aller passer un petit peu de temps en montagne sur place directement pour pouvoir faire du volume et travailler un peu plus sur le terrain de la CCC. Donc Clément, Arnaud le disait, il va faire plus de volume du coup. Le volume, c'est un mot qui revient souvent dans les plans d'entraînement, dans les préparations. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se calcule? Est-ce que c'est du kilométrage? Est-ce que c'est des heures d'entraînement? Et est-ce que c'est vraiment la clé de voûte d'une bonne préparation sur de l'ultra trail? Alors en fait, on a entendu parler de volume, on en entend beaucoup parler, mais il a aussi parlé de charge, et je pense que c'est presque le terme le plus adapté. La charge, en fait, c'est l'intensité d'une séance multipliée par le nombre d'heures, par le temps passé. Et en fait, c'est ça qui va réguler nos semaines d'entraînement. Et il a aussi parlé de progressivité. La progressivité, en fait, c'est une augmentation de charge. Il a aussi parlé de spécificité juste avant l'événement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. La chance que tu as, c'est que ça sera pendant tes vacances et que tu vas pouvoir aller faire du spécifique à ce moment-là avec du volume, mais surtout sur le terrain de ta course. Ouais. Donc le volume, en fait, c'est sur un ultra, on est obligé d'aller entraîner son corps à courir longtemps. Bien sûr que pour un athlète élite, c'est évidemment bien moins long que pour un athlète récréatif, mais il faut de toute manière être capable de courir longtemps pour pas se blesser et pour pas s'arrêter avant la fin de la course. Donc une sortie longue en montagne, elle aura plus d'effet qu'une semaine avec plusieurs petites sorties, peut-être même avec la même charge. Alors ça va dépendre du moment de l'année. Alors on pense quand même que aujourd'hui on pense quand même qu'au-delà de 2h30, alors on va enlever Arnaud qui est un athlète élite et qui s'entraîne 6 jours sur 7 et qui a forcément une adaptation, son corps est adapté à courir. On va enlever Casquette Verte qui s'entraîne 30 km par jour. Quelqu'un qui s'entraîne 4-5 fois par semaine, qui n'a pas la capacité de s'entraîner autant, en fait va devoir aller progressivement sur l'augmentation. Et je me suis perdu dans ce que je voulais vous dire. Au-delà de 2h, 2h30. Voilà, au-delà de 2h30, on a un risque accru de blessure. Pour un athlète récréatif, on a un risque accru de blessure. Donc moi, ce que je conseille, c'est plutôt faire du rando trail. Donc on va partir pour 5, 6, 7 heures. Mais par contre, on va se dire, toutes les montées, on va les faire en marchant. S'entraîner à bâtonner. Et les descentes, pourquoi pas les courir. Le plat, le courir. Mais au-delà de 2h30, il faut être très prudent par rapport au risque de blessure mécanique. On rentre dans le vif du sujet là, avec vraiment des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit Arnaud ou Clément. Sur le chat, j'essaierai de leur faire passer vos interrogations. Du coup, si on doit faire un peu un plan des différentes phases importantes quand on prépare un 170 km, est-ce que tu peux nous dire un peu la temporisation? Un peu la trame. On va commencer par un travail un peu général, ce qu'on appelle un travail général. Donc j'imagine qu'Arnaud va faire un peu de piste, va faire de la vitesse, qui va interagir sur l'endurance, d'accord. Toutes les qualités physiologiques en fait vont quand même se pousser les unes avec les autres. Donc on va faire du général, donc de la vitesse, du travail de force en musculation par exemple, pour aller progressivement vers un travail spécifique. Spécifique, ça veut dire spécificité de terrain et spécificité aussi de zone de course. La VMA, c'est des zones élevées. C'est assez fatigant nerveusement. Donc plus ça va aller, moins on va utiliser ces entraînements-là, mais on va faire quelques rappels dans l'année. Et plus ça va aller, plus on va se rapprocher des zones de la future course.
Et sur des formats du coup un petit peu plus courts, type 100 km, 65 km, ça va être globalement la même chose? Alors ça va être la même chose, mais bien évidemment, on va diminuer un peu le volume, on va privilégier pourquoi pas un peu plus de vitesse, donc peut-être avoir un développement physiologique de vitesse et de seuil un peu plus long, et travailler le volume aura une part un peu moins importante sur la préparation spécifique. Et sur des formats beaucoup plus courts, type 25-45 km comme on peut retrouver sur l'Ultra, je vais m'adresser plutôt à Arnaud parce que c'est des formats que tu connais bien. En 2020 d'ailleurs tu as gagné le marathon sur l'Ultra 01. Comment tu l'avais préparé par exemple cette course les semaines avant? Là, comme ça, je me rappelle pas comment je l'ai préparé. Après, je sais que c'était pas mon objectif de l'année. Du coup, j'ai des courses de préparation qui arrivent dans l'année, donc peut-être que j'avais réduit un petit peu quand même le volume, et ma semaine a été un petit peu allégée pour quand même faire une bonne course. Mais après, comment je préparais, je prépare encore des 25-40 km. Je crois que Clément l'a bien dit, en fait, c'est courir aussi à allure spécifique. Donc du coup, des séances même à plat de seuil ou d'allure course pendant 5... Enfin, moi, je fais souvent des séances avec mon entraîneur 4 km, 8 km, 4 km à plat à allure course. En fait. Et c'est vraiment comme ça, on habitue le corps et à mobiliser correctement les réserves pour courir à ces allures spécifiques. Voilà. Ok. Et Clément, je sais pas si tu voulais rebondir un peu sur les formats courts, du coup, Je pense courses à qu'on intensité. est exactement là-dedans. Au-delà du trail, en fait, lorsqu'on prépare un 10 km sur route, on va s'entraîner à produire cette allure-là. Parce que physiologiquement, il faut entraîner son corps à être dans cette dépense énergétique. On a moins sur du format court, on va moins travailler en fait sa compétence mécanique à supporter 100 km. Parce que finalement, 20 km, la plupart des gens qui le font aujourd'hui sont capables de s'adapter à cette course-là. Donc on va vraiment chercher la physiologie. Pour un 170 km, on va vraiment entraîner son corps à prendre 170 km de coups, de courses, de descente et de montée. Et c'est là qu'il va y avoir une grosse différence dans la préparation. Et comme disait Arnaud, la progressivité, ça reste la base de tout plan d'entraînement. Et même de carrière peut-être, Ouais. comme tu es en train de faire. On a une question que j'avais prévue aussi, c'est est-ce que c'est intéressant d'alterner avec du vélo, par exemple, dans la prépa trail? Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs aussi en montagne qui font du ski de rando, ski de fond, même parfois de la natation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais, Arnaud? Moi, je le fais, oui. Le vélo, je le fais déjà pour faire du volume, hein. C'est ça. Pour vraiment faire du volume, passer des heures d'entraînement à quand même solliciter musculairement nos fibres. Voilà, je le fais aussi en récupération, c'est-à-dire quand j'ai des intensités, le lendemain je peux très bien, le lendemain ou même l'après-midi, si je fais une intensité le matin, je peux très bien avoir 1 heure et demie de vélo où juste je fais tourner les jambes, mais pour drainer, et ça aide à mieux récupérer. Voilà, je l'utilise beaucoup. Après, comme a dit Clément, plus on s'approche de la compétition, moins je fais du vélo en fait, parce que à la compétition, il faut pas faire du vélo, il faut courir. Donc c'est pas la même chose quand même de faire du vélo et courir, même si ça aide énormément. Après, moi je l'utilise aussi, je l'ai utilisé beaucoup en ce moment, j'étais blessé. Quand on est blessé, ça permet vraiment de s'entraîner encore parce qu'on n'a plus du tout les mêmes, on n'a plus d'impact au sol en fait. Et donc selon la blessure, on peut quand même continuer de s'entraîner. Clément, je sais pas si tu voulais rebondir sur Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, on va utiliser le vélo un petit peu l'hiver, le ski de fond. La natation, c'est pas forcément ce qu'on va préconiser puisque les intensités sont assez faibles. On est quand même en apesanteur, donc on ne reproduit pas du tout la course à pied. Je pense qu'il faut faire aussi un sport qu'on apprécie. Quelqu'un qui aime faire du ski de fond, il peut aller faire du ski de fond ou du ski alpi. Quelqu'un qui ne sait pas en faire, à la limite, il s'abstiendra et puis il fera autre chose. Parce qu'en fait, il va perdre plus de temps à s'adapter à cette nouvelle activité qu'en fait à progresser. Et en fait, Arnaud utilise ça pour augmenter ses compétences physiologiques.
effectivement, quand il est en phase de reprise, il a baissé un peu ses capacités mécaniques. Il est plus capable d'aller courir 80 km comme pour le Festival des Templiers. Voilà, il a baissé sa capacité. Donc pour augmenter sa physiologie et pas se blesser, eh ben, il va faire du vélo pour faire du volume. Et ça, c'est vraiment ce que tous les coachs, j'imagine, utilisent. En tout cas, c'est ce que j'utilise moi, et j'imagine que ton entraîneur, c'est ce qu'il utilise. Voilà. Et c'est pas que pour faire du volume, ça sert aussi pour travailler physiologiquement dans certaines zones. Exactement. Faire des séances de PMA sur le vélo, pourquoi pas, on peut. Tu parles d'ailleurs de PMA, on parlait de VMA tout à l'heure. C'est un peu les datas maintenant, ce qu'on appelle les datas dans l'entraînement. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez? Comment on fait pour bien les utiliser? Est-ce que c'est important aujourd'hui? Tu veux commencer? Oui. Alors je pense que c'est important. Sûrement un peu moins important qu'on veut bien le dire. Au niveau des datas, le plus important en fait, c'est les sensations. À la fin de chaque séance, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, Arnaud, mais on fonctionne au RPE. Donc le RPE, c'est le ressenti de l'effort, et c'est ça qui est le plus important. C'est plus important que tous les autres datas. Pourquoi? Parce que on en a discuté en aparté juste avant. La charge externe du coureur, donc la fatigue du travail, la fatigue des enfants, un petit virus, participe à ce RPE et pour coup se transcrit pas forcément avec les datas très précis. Et donc il faut vraiment que ça soit le plus important. Et quand on prépare des séances, on est obligé de donner des intensités, notamment des séances hivernales là. On travaille à des pourcentages de VMA si on travaille sur la piste. Et après en trail, on s'en écarte un petit peu quand la préparation devient plus spécifique. Voilà. Je sais pas si on s'en écarte, mais quand même, à chaque fois, enfin moi je le vois avec mon entraîneur, quand même, on cherche à travailler dans certaines zones vraiment spécifiques. Et s'il faut faire du seuil, il faut essayer de rester dans la bonne zone. Après, pour tout ça, il faut quand même avoir des valeurs de départ correctes. C'est-à-dire que si on n'a pas fait un test d'effort ou pour connaître, je sais pas moi, sa VO2 max ou sa FC max, si on n'a pas fait un test VMA pour connaître sa VMA, en fait, on est plus au ressenti du coup. Voilà. Après, moi, quand je cours, peut-être parce que je me connais un petit peu plus maintenant, je suis pas à regarder la montre et à savoir, je suis déjà beaucoup plus sur le ressenti et j'arrive à savoir si c'est une allure que je suis capable de tenir 20 minutes ou seulement 5 minutes. On en parlait tout à l'heure, là, plus on s'approche de l'événement, plus on va aller sur un terrain similaire. Par exemple, là tu vas préparer la CCC, il y a plus de 6000 mètres de dénivelé, c'est de la haute montagne. Tu habites à côté de Bourg-en-Bresse, on a le Revermont pour s'entraîner, c'est super, mais c'est pas de la haute montagne non plus. Comment on peut faire pour se préparer pour un ultra trail montagneux quand on habite à Paris ou dans la plaine et qu'on n'a pas une montagne autour de chez soi? Alors c'est une bonne question. Je me forme aussi un petit peu au coaching et la semaine prochaine je suis une formation justement sur ça. Donc moi j'ai pas encore toutes les réponses par rapport à ça. De ce que j'ai pu lire, je crois qu'il faut intégrer quand même des exercices de musculation et de renforcement en même temps que nos séances d'intensité. Peut-être que Clément saura mieux répondre que moi. Alors on a commencé à en discuter un petit peu aussi avant et on pense qu'il est intéressant, pourquoi pas, de créer de la pré-fatigue. Donc faire des exos de renforcement avant. Alors soit on emmène un peu de matériel style kettlebell, ce que tu vas sûrement voir le week-end prochain, le week-end d'après, ou alors faire un poids de corps pour après créer de la pré-fatigue et pouvoir travailler. Néanmoins, on est quand même tous les deux d'accord avec ça. Si on prépare un trail, il faut quand même un moment aller s'entraîner un petit peu en montagne. Sinon, c'est quand même assez compliqué de reproduire les efforts de montée, mais surtout de descente. Même si la descente, on peut aussi créer du renforcement, ce qu'on appelle en excentrique, ça ne vaut pas quand même une descente de 1000 mètres. Donc il faut quand même pouvoir se dégager un peu de temps, un week-end ou deux, pour aller s'entraîner sur le terrain spécifique. Tu parles de renforcement, je sais qu'avec ton travail de kiné, tu es bien spécialisé là-dessus. C'est quelque chose d'important. Arnaud, il me semble que tu en fais aussi un petit peu des séances de renfort, c'est quelque chose que tu mets dans tes plans? Oui. Depuis que j'ai pris un entraîneur, en fait, dans mon plan, il me mettait du renforcement.
Et moi, je voyais pas trop l'intérêt, donc je le faisais pas forcément. Et quand je suis passé à côté d'une sélection en équipe de France et que je lui ai dit, mais je fais tout ce que tu me dis de faire, je comprends pas, enfin on comprend pas avec ma femme pourquoi ça fonctionne pas. Il a dit si, tu sais, il y a les séances, tu les fais pas de renforcement. Et c'est vrai que renforcement, et même plus que renforcement, c'est même vraiment musculation. La vraie musculation où on va chercher des intensités maximales pour bien recruter les fibres. En période hivernale, je fais 2 séances de musculation par semaine. Et après ça, je le garde quand même toute la saison, une fois par semaine quand même. Donc en alternant des choses plus, on va travailler le concentrique, on va travailler l'excentrique, la force max, voilà, de la pliométrie. En fait, c'est varié sur toute la saison. Mais je pense que c'est vraiment, à mon avis, c'est une des clés de la réussite même. Tu es d'accord avec ça Oui, bien sûr, je suis bien d'accord avec ça. Et effectivement, avec des moments dans la saison plus opportuns pour le travail de force, pour le travail de pliométrie qui est plus spécifique à la course à pied, donc qui va se rapprocher un petit peu plus des événements, et aussi pour gagner en compétences. Et le travail de force permet de gagner en endurance. C'est assez paradoxal, mais c'est prouvé par la science. Le travail de force permet d'être plus endurant. Donc c'est essentiel d'en faire. Est-ce que ça peut aussi avoir un rôle dans la prévention des blessures, de faire un peu de renforcement? Alors, j'aurais tendance à vous dire que oui, et ça fait un petit peu débat. On n'est pas sûr à 100% qu'on va prévenir les blessures. C'est assez compliqué. On n'est pas sûr à 100% qu'on va prévenir les blessures grâce au renforcement musculaire. On pense quand même qu'un corps qui est mobile et qui est fort, il sera plus capable de prendre de la charge. Aujourd'hui, il y a des études qui ont prouvé des choses un petit peu différentes. Moi, je vais quand même le préconiser pour les athlètes. Et en tout cas, quand l'athlète est blessé, on sait qu'il faut qu'il fasse du renforcement. Ça, c'est sûr. La prévention des blessures, c'est-à-dire que s'il n'est pas blessé, je vais en mettre forcément, mais on n'est pas sûr à 100% que ça fonctionne réellement. Toi, du renforcement, c'est quelque chose que tu mets toutes les semaines, par exemple, dans tes plans d'entraînement pour les coureurs que tu suis? Selon les cycles, il peut y avoir 2 séances par semaine. Alors typiquement, en ce moment, c'est plutôt 2 séances par semaine. Alors je fonctionne peut-être différemment d'Arnaud parce que j'ai pas d'athlète élite, donc je fonctionne pas forcément sur une semaine, parce que j'arrive pas à mettre toutes les séances dans la semaine. Mais on va dire que sur 2 semaines, il y a 3 séances de renforcement musculaire, en gros, en ce moment. Et après, on fait des séances de rappel dans l'année, tout au long de l'année, à type aussi de gainage, à type de proprioception, à type également de mobilité. Ok. Je reviens un petit peu sur les blessures parce que je sais que tu as des connaissances là-dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait peut-être faire un Twitch la prochaine fois sur justement la PPG, quels exercices exactement il faut faire. On pourrait faire ça ensemble. Ouais, avec plaisir. Peut-être là-dessus. Et puis sur les blessures, tu me disais quand on s'est eu au téléphone il y a quelques semaines que c'est pas parce qu'on est blessé que ça y est, tout s'arrête et qu'on doit laisser tomber la préparation. Au contraire. Et appeler les organisateurs pour dire on viendra pas. Au contraire. Donc comment tu fais quand tu as une petite blessure mais que tu peux continuer à t'entraîner? Alors en fait, selon la blessure, selon le niveau d'intensité de la blessure, en fait, on fait comme ce que fait Arnaud actuellement. C'est-à-dire qu'on va utiliser un sport porté pour travailler quand même le cardio, travailler musculairement, toute la physiologie. Et puis ça va prendre du temps dans notre semaine d'entraînement. Et puis après, on va remettre en charge progressivement le corps. Donc on va remettre de la course à pied progressive. Pourquoi pas des petits jogs après renforcement musculaire, en run après renfo. Et progressivement augmenter le volume pour au bout d'un moment être capable de courir plus longtemps. Donc c'est ce que tu es en train de faire en fait. Tu vas faire la transition entre je fais beaucoup de vélo, je fais un tout petit peu de course, puis petit à petit je vais faire de moins en moins de vélo et de plus en plus de course. J'espère que c'est ce qui va se passer rapidement pour toi. J'espère. Mais en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis en même temps la blessure est là, donc il faut quand même traiter la blessure, donc ça avec un kiné, pour renforcer en fait cette zone là. Ah, tu nous disais du coup en antenne que tu étais blessé, là tu arrives quand même à continuer l'entraînement comme l'explique... Ouais, carrément. Je me suis blessé sur les Templiers en fait. Alors la blessure elle est apparue aux Templiers, mais en réalité elle a été créée par tout l'entraînement que j'ai pu faire en amont, à faire justement beaucoup de séances sur la route. Mon corps qui n'est pas forcément habitué, voilà.
Du coup, c'était mon objectif de fin de saison. Donc après, j'ai coupé pendant 3 semaines où j'ai rien fait. Voilà, ça peut aussi être un sujet, la trêve hivernale, la coupure annuelle. Et après, j'ai repris, mais que sur le vélo. Et en fait, j'ai pas couru pendant 2 mois, donc j'ai repris à pied il n'y a pas très très longtemps. Euh, voilà, mais j'ai quand même réussi à m'entraîner encore, à faire du volume, parce que mine de rien, j'arrive à sortir des semaines à 10-12 heures encore en ce moment. Alors qu'il fait froid, qu'on fait pas beaucoup de vélo à l'extérieur. Et puis en calant quand même plein de séances d'intensité sur le vélo pour justement travailler le physio. Et là, donc j'ai repris tout doucement à pied. Tu parlais des temps de récupération, la Ouais. trêve hivernale. Une saison, c'est souvent long, on a souvent plusieurs objectifs. Est-ce qu'il faut se laisser justement des temps de récup, même dans la saison, après des cours, après un premier objectif de la saison? Est-ce qu'on se laisse quelques semaines? Toi, comment tu vis ça? Moi, non, pas forcément. C'est vrai que les saisons sont de plus en plus longues. Euh, mais généralement, non, j'arrive à faire de mars-avril, jusqu'à septembre-octobre à tenir. Après, euh, à part une fois où j'ai coupé aussi sur le mois de juillet pendant 2 semaines, c'était après les championnats d'Europe, mais aussi parce que j'avais pas pu faire une bonne prépa avant et j'étais un peu fragile à ce moment-là, donc j'avais coupé pour me régénérer. Mais sinon, on peut quand même enchaîner. Alors c'est important après un objectif de respecter quand même un petit temps de repos, on va dire. Moi j'ai entendu dire souvent que par tranche de 10 km de course, on garde un jour off. Voilà, donc c'est vrai que ceux qui font un 160, il faudrait rien faire pendant 2 semaines. Je sais pas s'ils le respectent trop, mais, euh, mais en tout cas, moi je ne fais pas rien. Alors généralement, j'ai 1 ou 2 jours de repos, mais derrière, je reprends très rapidement pendant 1 à 2 semaines sur du vélo. Clément, toi, dans les athlètes que tu suis, qu'est-ce que tu conseilles après un premier objectif? Je suis assez d'accord avec ce que dit Arnaud. En fait, je pense que quand même pour récupérer, il faut quand même activer son cœur. C'est ce qui amène quand même Ouais. des nutriments pour avoir une régénération. Le vélo, c'est quelque chose qui est assez bien. Arnaud parlait quand même de la coupure annuelle, qui est encore un autre débat finalement. La coupure annuelle, elle sert tant physiologiquement, mécaniquement que mentalement, je pense. Ouais. Tu as aussi ce phénomène-là. Finalement, tu t'entraînes 10-12 heures par semaine, toutes les semaines, avec une redondance et beaucoup d'assiduité. Et en fait, quelquefois, ça fait du bien de penser à autre chose, d'être un peu ailleurs. Et puis, quand on revient à l'entraînement, là, on a vraiment envie de s'entraîner. Donc, il y a différents éléments, en fait, hein. Il y a l'aspect mental, l'aspect mécanique et l'aspect physiologique. De temps en temps, il faut être capable de diminuer un peu le volume pour le réaugmenter. Et en fait, une saison se fait comme ça par vague, hein. C'est assez important. Mais après, quand même, au côté mental, je pense que tous les athlètes, tous ceux qui courent, ne sont pas tous les jours à se mettre à être dans le dur et tout ça, et sur toute une saison. Et enfin, moi, je vois avec les athlètes que je coach, ils n'ont pas forcément envie de couper. Alors 3 semaines, non. 2 semaines, j'ai dû le négocier. Et en fait, ils ont fait que 10 jours. Parce qu'ils ont envie quand même de courir. Parce que je pense que ils s'engagent moins au quotidien tout le temps. Enfin, c'est pas 6 jours sur 7 à toujours à passer des heures et des heures. Et ils sont peut-être beaucoup plus dans le plaisir euh, toute l'année. Et donc finalement, pour eux, il n'y a pas trop d'intérêt à couper. Ou en tout cas, d'un point de vue mental, ils sont bien tout le temps, en fait, je pense. Ok. Et question aussi quand on structure un peu son calendrier, il y a toujours plein de courses qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est possible de se mettre des objectifs de formats différents, d'être performant quand même sur des formats différents dans une même préparation? Ouais, comme tu veux. Vas-y, je te laisse le mot. Bah, je l'espère parce que moi je pars sur l'idée d'un 50 bornes en avril et d'un 100 bornes fin août, donc j'espère qu'on peut faire les deux et être performant. Je pense qu'on peut, si peut-être il y a une progressivité justement encore une fois, si c'est sûr si on veut faire un 100 bornes en mars c'est compliqué et enchaîner en avril-mai sur un 40 bornes, c'est dur d'enchaîner les deux. Mais si on laisse du temps entre chaque objectif, on a le temps de préparer. Voilà. Ce serait plutôt crescendo du coup d'augmenter Pour les moi, les peut-être distances plus, sur la saison ouais. plutôt que l'inverse, quoi. Voilà, plus dans un sens que dans l'autre. Et puis surtout laisser du temps entre les compétitions pour avoir le temps de les préparer. Si on fait trop de compétitions, bah, en fait, la semaine ou même peut-être 2 semaines avant la compétition, bah, on réduit l'entraînement.
1 ou 2 semaines après, on s'entraîne plus trop. Et en fait, si on fait une compétition tous les mois, on passe notre temps à trottiner, à faire des compètes, mais on peut pas progresser en fait. Voilà, donc on sera moyen tout le temps. Si on met moins d'objectifs, ben, on va pouvoir les préparer, être bon, et puis après récupérer, prendre le temps de récupérer, s'entraîner de nouveau pour être bon, voire même meilleur. Et Clément, est-ce qu'on peut se servir d'une course pour en préparer une autre? Ah oui, je pense que c'est même assez important de dire dans l'année on va faire une seule course. Bon, déjà, il faut pas se louper, premièrement. Et puis en fait, c'est quand même bien de mettre quelques dossards avant pour se mettre en condition de course, prendre le départ, gérer un peu son alimentation, voir comment on réagit dans le peloton. Et en fait, la progressivité, comme dit Arnaud, c'est essentiel. Son objectif de 50 km puis de 100 km, il a tout son sens là. L'inverse aurait été sûrement un peu plus compliqué parce qu'il aurait dû faire tout de suite beaucoup plus de volume pour préparer un 100 et revenir sur de la vitesse pour un 50. Bon, ça aurait eu moins de sens. Là, je pense que c'est assez intéressant de faire comme ceci. On en a rapidement parlé, la charge mentale, l'aspect psychologique quand on prépare une course. Je vais parler un peu personnellement, j'ai préparé mon premier 100 miles l'année dernière et c'est vrai que ça devient l'objectif numéro un, on pense qu'à ça, il faut aller s'entraîner. Et à un moment donné, moi, j'avais perdu toute motive, quoi. J'avais qu'une envie, c'est que ce soit la course pour en terminer et pouvoir ne plus mettre mes baskets, quoi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu aussi, Arnaud, le côté de surplus, quoi, Ouais, ça m'arrive, ça peut même m'arriver encore des fois dans la saison où il suffit qu'on soit un petit peu plus fatigué, que c'est un peu plus compliqué avec le travail par exemple, et du coup on passe moins bien les séances, bah comme tu dis, on n'a plus trop envie d'y aller. Voilà. Après ça, il faut réussir à le gérer. Je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment la récupération. Faut vraiment soigner la récupération, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, bien s'hydrater pour pouvoir encaisser au mieux. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle pendant le Covid, par exemple, j'avais plus du tout envie de m'entraîner et pourtant on n'avait que ça à faire, mais j'avais plus envie de m'entraîner parce que je voyais pas d'objectif non plus. Voilà, donc c'est vrai qu'avoir un objectif c'est bien, mais je pense que pour revenir sur avant, avoir des petites courses de préparation c'est bien aussi parce que mine de rien, quand on fait une course, c'est du plaisir quand même. Et je trouve que c'est important quand même. Et puis ça permet d'avoir aussi l'objectif à terme qui est moins loin parce qu'on pense d'abord à la course qui arrive. Ouais, je pense que c'est comme quand tu fais un ultra, quoi. Tu découpes ton ultra, d'abord je dois aller là, puis là. Et là finalement on se prépare pour une première petite course, même si c'est pas l'objectif et que peut-être la veille on va se faire une grosse séance. Ben, on avance progressivement, c'est pas mal je pense. C'est même intéressant ce que tu viens de dire. Ce que j'ai pu faire de temps en temps, d'avoir des courses intermédiaires et puis la veille en fait de mettre une grosse séance. C'est-à-dire que le matin tu mets ton dossard et tu es déjà fatigué. Ouais. Mais parce que tu prépares un marathon, tu t'es inscrit sur un semi, tu veux le passer ton marathon, tu vas voir comment ça se passe, ben on va faire une grosse séance la veille, ça sera pas du tout ton objectif prioritaire, hein. Le temps sera anecdotique, et en fait tu seras vraiment mentalement dans la gestion de l'effort, et ça c'est assez intéressant aussi. Pour en revenir du coup au coup de mou mental, comment tu essaies de conseiller les gens que tu suis quand ça peut arriver? Alors... il y a quelque chose qui est important et puis c'est des datas ça, qui ressortent, c'est qu'il faut varier les entraînements, la monotonie en fait, donc en fait sur certaines plateformes il y a un indice de monotonie, alors ça va dépendre du profil de chaque personne. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des séances très structurées, la VMA tu progresses de un bloc à chaque fois, ou voilà, ça leur fait du bien, ça les rassure, puis d'autres qui ont vraiment pas envie de ça, qui ont vraiment envie d'avoir de la variété dans l'entraînement. Et lorsque c'est ça leur profil, il faut vraiment leur amener de la variété, les tenir en haleine, les tenir contents en fait lorsqu'ils reçoivent le dimanche soir leur programme de la semaine. Et ça va être intéressant pour eux. Si on met toujours toutes les semaines la musculation le mercredi, la VMA le lundi, enfin toujours la même chose, je pense qu'au bout d'un moment, au bout d'une saison, ouais, on peut changer de coach, quoi. C'est moins sympa, quoi. Faut éviter la routine. Ouais, je pense que, et puis voilà, d'éviter la routine, et puis pour s'entraîner et pour créer de l'adaptation, il faut pas de routine. En fait, le corps il a tout le temps besoin d'être challengé, et c'est le challenge, c'est l'échec qui va le faire progresser. Donc pour récapituler un petit peu sur les personnes qui nous écoutent, qui sont inscrits sur un 170 km, qu'est-ce qu'il faut vraiment privilégier, les points importants dans une prépa? Alors,
en fait, il faut, à mon avis, le préparer déjà longtemps à l'avance. C'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête, peut-être une année en avance, être très progressif, voire même 2-3 ans en avance, en se disant tiens, je vais aller sur ce format-là et je vais entraîner mon corps à courir 170 km. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas se dire tiens, dans 6 mois, j'ai couru une fois 20 bornes et dans 6 mois, je vais courir 170. Bon, il y a de bonnes chances quand même qu'on aille à l'échec. On peut y arriver, hein, mais c'est pas évident. Donc être assez progressif et puis être capable d'aller dans les environnements spécifiques de la course pour aller faire du rando trail, pour aller faire des heures et des heures en montagne. Et ça va être assez important. Par rapport à la préparation pour un 40 km, et là on va plus être dans de la course à pied en fait. Hein, donc là on va plus s'entraîner sur de la course, alors qu'un 170 c'est une aventure. Donc il faut préparer l'aventure. C'est quand même pas du tout la même préparation. Sur un 100 km, du coup, c'est un peu similaire. On est quand même sur des distances longues. Sur un 100 km, on est sur des distances longues. Alors après, ça va, et là, très clairement, ça va dépendre de qui le court. Est-ce que c'est Arnaud Est-ce que c'est un athlète lambda qui va se mettre ça comme défi? Arnaud, pour lui, 100 km, c'est beaucoup. Hein, mais c'est 2 fois moins long que quelqu'un qui a un niveau lambda. Et donc, 100 km pour quelqu'un qui a un niveau standard, c'est très très long. Donc il faut qu'il s'entraîne à aller vraiment randonner, marcher longtemps, courir, jogger. Mais ça sert à rien qu'à les 2 mois avant la préparation, il aille se mettre beaucoup d'intensité parce qu'il n'en aura jamais durant sa course. Donc il faut faire des rappels d'intensité, mais à la fin il faut faire du spécifique. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis bien d'accord, Et du coup, sur les formats plus courts, type 45, 25, là on va privilégier du coup l'intensité. Ouais, on va privilégier l'intensité de course, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, Être vraiment s'entraîner, être dans cette intensité. Alors sur un format court, type 25, c'est même très dur parce qu'on est dans une intensité élevée, une zone élevée. Et là, il faut entraîner son corps à être capable de rester longtemps dans cette intensité. Quand on commence à aller sur des formats un petit peu plus longs, donc 40 km, bon là c'est quand même assez intermédiaire, mais on court quoi. Voilà, c'est quand même la grosse différence, elle est là. Les points que j'ai retenus moi de votre discussion, c'est qu'il faut aussi alterner avec d'autres sports pour casser la routine et puis aussi pour développer d'autres compétences. On renforce renforcement musculaire avec la PPG. Essentiel. Il y a d'autres choses, d'autres points importants. PPG et PPS en fait. Hein. PPG préparation générale au début de saison et après on va être sur du spécifique. On le disait tout à l'heure, travail de descente, il faut faire de l'excentrique en musculation, donc c'est de la préparation spécifique. Donc vraiment, même la musculation va se spécifier. Plus la saison va avancer, plus on va spécifier en fait. Hein. C'est assez important aussi de l'entendre. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse du coup un petit Twitch la prochaine fois avec Clément sur justement sur la PPG, quels exercices spécifiques pour la descente, très bien. les ascensions, etc. Et puis voilà, écoutez messieurs, je vous remercie pour votre expertise. Merci à toi. Merci à toi Martin. Arnaud, bonne saison, j'espère que ça sera couronné de succès pour toi. J'espère aussi. Et puis pour ceux que ça intéresse, du coup Clément, tu avais déjà travaillé sur pas mal de plans d'entraînement pour l'Ultra 01. Oui. Je pense que tu es quelqu'un d'assez accessible, donc on mettra tes coordonnées à la sortie du live. N'hésitez pas à le contacter, il répondra à toutes vos questions et il peut vous accompagner sur la préparation d'Ultra si vous le souhaitez. Merci. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode Twitch. On va voir ce qu'on prépare comme thématique, mais il y aura sûrement la gestion de course qui est aussi importante pendant un effort, de l'alimentation, le rythme, l'allure qu'on va avoir. On parlera équipementier aussi. Voilà, on a plusieurs thématiques qui vont se dérouler tout au long de l'année pour essayer de vous donner quelques conseils avec des intervenants de qualité. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée. Merci. Bonne soirée.